Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aujourd'hui à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Autonomie financière qui découle du principe de libre administration des collectivités territoriales qui avait été inscrit dans la Constitution dès son origine à l'article 72. C'est la révision constitutionnelle du 23 mars 2008 et à sa suite la loi organique du 29 juillet 2004 qui ont consacré ce principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Cette autonomie financière est précisée par les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution. On nous indique que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Voilà pour l'extrait conséquent issu de cet article 72-2 sur lequel nous allons nous appesantir quelque peu, notamment pour reprendre des notions importantes pour comprendre comment doit se déployer cette autonomie financière. Il convient en effet de porter notre attention sur la part déterminante de ressources propres qui va permettre de déterminer le niveau d'autonomie des collectivités territoriales. L'objectif, c'est bien de limiter la dépendance des collectivités territoriales à l'égard de l'État. Pour compléter le propos, vous pouvez faire un retour, si vous ne l'avez pas encore visionné, sur la vidéo précédente dans laquelle sont présentées les principales ressources du budget de l'État. Nous avions pu y distinguer notamment les trois ressources principales que sont la fiscalité, les concours financiers de l'État ainsi que l'emprunt. Eh bien, effectivement, il s'agit ici, pour bien comprendre l'autonomie financière, de pouvoir identifier ce qui pouvait être considéré comme relevant des ressources propres. La loi de 2004 nous indique ainsi que les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toute nature, dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine par collectivité le taux ou une part locale d'assiette. Constituent également des ressources propres les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les participations d'urbanisme, les produits financiers, ainsi que les dons et legs. Par opposition, il faut donc comprendre que ne peuvent pas être considérées comme étant des ressources propres les ressources provenant des concours financiers de l'État ou provenant de l'emprunt. S'agissant de l'emprunt, il faut bien comprendre que l'emprunt est censé être une ressource d'exception, exceptionnelle. L'emprunt ne peut constituer un mode de financement pérenne d'une collectivité territoriale. Il aurait donc été très hasardeux de les considérer comme étant une ressource propre. S'agissant des concours financiers de l'État, bien évidemment, pour pouvoir prétendre être libre, encore faut-il disposer d'une autonomie financière. Si cette autonomie financière dépend de l'État, autre figure, un enfant ne peut prétendre être libre que s'il est financièrement autonome une fois arrivé à l'âge adulte. Si ses parents ont encore besoin de lui assurer un soutien financier, on ne peut pas considérer qu'il soit financièrement autonome. Eh bien, la logique est la même pour l'État et les collectivités territoriales. Une collectivité qui dépendrait trop des concours financiers de l'État ne pourrait prétendre être financièrement autonome. Alors la question s'est posée de la place en tant que ressource propre de la fiscalité partagée. Cette fiscalité partagée, on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Il est question de ces impôts, le plus souvent affectés initialement exclusivement au bénéfice de l'État et qui à un moment donné font l'objet d'un partage. J'avais cité effectivement l'exemple de la TICPE, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui a remplacé la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui était un impôt exclusivement versé au bénéfice de l'État, qui, à l'occasion de l'acte de décentralisation de 2003-2004, a été partagé entre l'État, les régions et les départements. La question s'est posée plus particulièrement de la distinction à opérer entre les départements et les régions, puisqu'en effet la situation n'est pas tout à fait la même entre ces deux catégories de collectivités territoriales.
En effet, on peut véritablement parler de fiscalité partagée au niveau des départements, car c'est bien l'État qui détermine la part d'impôt qui devra être versée au budget des départements. En revanche, pour les régions, on va trouver un pouvoir fiscal à minima, j'ai envie de dire, dans la capacité qui est reconnue aux collectivités territoriales de fixer l'assiette, le taux, etc. de certains impôts. Il faut se souvenir que le pouvoir fiscal en France est détenu par le Parlement, c'est ce que prévoient les dispositions de l'article 34 de la Constitution, que néanmoins les collectivités territoriales disposent d'une compétence à minima, alors non pas pour créer l'impôt, non pas pour le supprimer, cela relève bien de la compétence du législateur, mais pour voter les taux. Le plus souvent, en tout cas, c'est la compétence essentielle qui leur est reconnue. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs chaque année à établir un relatif palmarès des communes chères et moins chères au sein desquelles nous vivons, calculant effectivement la part d'impôt que l'habitant est censé payer pour participer au financement du budget local. Toujours est-il que cette capacité est reconnue aux régions. S'agissant de la TICPE, elle ne l'est pas au département. Les régions ont une capacité de voter le taux pour la TICPE qui est pratiquée sur leur ressort territorial. Le constat qui a été opéré, c'est que dès le début d'application de ce dispositif, dès 2004-2005, il n'y avait pas de différence à noter entre les régions. Il n'était pas utile de franchir la frontière régionale pour espérer bénéficier d'un taux plus avantageux, en tout cas payer moins le chargement d'essence de son véhicule, puisqu'en effet, la totalité des régions a voté le taux pratiqué à son taux maximum possible selon les dispositions législatives alors applicables. Toujours est-il que la question s'est néanmoins posée. Dans quelle mesure une fiscalité partagée au sens du versement opéré par l'État, donc dont les montants sont librement déterminés par le gouvernement au moment du vote du projet de loi de finances par les assemblées parlementaires. La question s'est posée, est-ce qu'une telle fiscalité partagée doit être considérée comme relevant de la catégorie des ressources propres? Le Conseil constitutionnel nous a apporté une réponse dans sa décision du 29 décembre 2009 concernant la loi de finances pour 2010. Il nous dit que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent du produit des impositions de toute nature, non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine par collectivité le taux ou une part locale d'assiette. Cette fiscalité relève donc bien des ressources propres et doit être comptabilisée au titre de telles ressources pour calculer effectivement la part déterminante qu'elles peuvent représenter. On comprend par l'association des notions que une collectivité pourra prétendre être financièrement autonome si ses ressources propres, parmi la totalité de ses ressources, constituent une part déterminante. Deuxième question à se poser donc, quelle doit être cette part déterminante? Autour de cette notion, un certain flou a tout d'abord régné, notamment dans les débats parlementaires, où on s'est beaucoup posé des questions préalablement à l'adoption de la loi organique de juillet 2004, où on s'est posé la question du pourcentage à appliquer. Sans entrer dans les détails, beaucoup d'amendements, de propositions avaient été faites avec des pourcentages qui ont varié de manière assez significative, où on estimait qu'une collectivité ne pouvait être financièrement autonome que si elle pouvait afficher de l'ordre de 40, 50, 60, 70% de ressources propres. Pour faire simple, on a retenu comme référence l'année 2003. L'année 2003, l'année de la révision constitutionnelle, lorsque nous sommes en 2004 et que les débats ont lieu sur ce que doit être considéré comme étant des ressources propres et ce qui doit être considéré comme une part déterminante. On estime que l'année 2003 n'ayant guère soulevé de difficultés, et en tout cas pas au point que certaines collectivités aient pu contester une absence d'autonomie financière, eh bien on a estimé que cette année 2003 pouvait tout à fait être utilisée en guise de référence. Les taux ont donc été calculés initialement sur la base de l'année 2003, c'est-à-dire qu'on a fixé en référence à cette année le niveau d'autonomie financière dont doivent pouvoir se prévaloir les différentes catégories de collectivités territoriales. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ce taux a été fixé à 60,8%. Pour les départements, il a été fixé à 58,6%. Et pour les régions,
il a été fixé à 41,7%. La question s'est posée de l'évolution, c'est-à-dire que chaque année, on doit pouvoir être capable de calculer la part déterminante de ressources propres pour finalement apprécier si dans le courant de l'année, cette autonomie a progressé ou au contraire a régressé. Si l'on prend pour référence l'année 2015, on va pouvoir constater, et c'est d'ailleurs le résultat d'une évolution constante depuis 2003, que les taux n'ont cessé de s'améliorer, de progresser. Pour les communes et les EPCI, ce taux est désormais, en tout cas en 2015, de 68,6%. Pour les départements, il a progressé jusqu'à 70,9%. Et il est pour les régions de 62,5%. Ces taux ont donc significativement évolué, dans le bon sens, puisque, a priori, les ratios d'autonomie sont encore meilleurs qu'ils ne l'étaient en 2003. Cette progression masque toutefois une réalité, une autre réalité, celle constatée sur ces dernières années d'une baisse des dotations de l'État. Car bien évidemment, cette baisse des dotations de l'État a eu une incidence sur le niveau d'autonomie des collectivités territoriales. Alors il faut le comprendre, depuis quelques années, l'État s'est engagé dans une logique de réduction de la dépense publique de manière à respecter les contraintes maastrichtiennes dont nous avons déjà parlé dans le cadre du budget de l'État et sur lesquelles nous reviendrons lorsque nous exposerons la discipline budgétaire européenne. L'État s'est engagé dans une logique de maîtrise de la dépense publique et bien évidemment dans une logique également de maîtrise de la dépense locale. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour encadrer, pour contractualiser la dépense locale, amenant les collectivités territoriales à gérer l'attribution de leurs dotations. C'est en 1996 qu'est mis en place tout d'abord le pacte de stabilité financière qui avait alors identifié pour 3 ans certaines dotations dont l'évolution était calibrée en fonction de l'indice prévisionnel des prix. À compter de 1999, le contrat de stabilité a supprimé la référence au taux d'inflation. C'est ensuite avec la loi de programmation 2009-2012 que l'État a conditionné l'attribution de ces dotations au respect d'une norme de dépenses. Autrement dit, l'évolution de la dépense locale était encadrée par un dispositif prévu par l'État de manière à limiter la progression de la dépense publique locale. S'en sont suivis tout d'abord une période de gel des crédits, de gel des dotations de l'État de 2011 à 2014 et ensuite à compter de 2015 une période de baisse des dotations de l'État. Ces baisses ont tout d'abord pris la forme de l'ODEDEL, ODEDEL pour objectif d'évolution de la dépense locale. Cet objectif d'évolution de la dépense locale a été fixé pour associer les collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques. Ici, nous sommes tout à fait dans la logique de la maîtrise du déficit public qui associe l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. Puis, la loi de programmation des finances publiques de janvier 2018 a mis en place une politique de contractualisation de l'objectif de maîtrise de la dépense publique locale. En d'autres termes, et pour les plus importantes de ces collectivités, elles ont dû signer un contrat avec l'État, au travers du représentant de l'État qui est le préfet, s'engageant effectivement à limiter leurs dépenses locales, et avec la sanction possible que si cet objectif n'était pas atteint, si le contrat n'était pas respecté, il peut être envisagé de réduire le montant des dotations à verser à cette collectivité territoriale. Un engagement contractuel donc, obligatoire pour les plus importantes de ces collectivités, facultatif pour les autres, avec une obligation et une sanction donc à la clé possible, le fait de voir les dotations qui vont être versées à cette collectivité amputées d'autant, tenant compte effectivement du fait que l'objectif n'a pas été atteint. Alors voilà pour cette présentation générale des éléments en présence qui permettent de comprendre comment on va apprécier l'autonomie financière, quels sont les éléments caractéristiques qui permettent de signaler qu'une collectivité est ou non financièrement autonome. Alors il y a une problématique importante qui tourne autour de cette autonomie financière. Bien évidemment, le fait que la collectivité n'ait aucun pouvoir de création, de suppression de l'impôt a pu constituer un obstacle, en tout cas a pu être considéré comme atténuant d'autant la portée du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. La notion même de dépense obligatoire a pu être considérée comme atténuant d'autant cette autonomie financière.
alors que la collectivité est tenue de faire face par priorité à ses dépenses obligatoires et ne retrouve donc une liberté dans l'emploi des fonds qui sont à sa disposition que pour les dépenses considérées par opposition comme facultatives, là également peut nuire un petit peu au schéma général, ou en tout cas brouiller un petit peu les pistes sur l'appréciation de cette autonomie financière. En tout cas, il faut le savoir, les éléments en présence et surtout les évolutions constatées avec cette contractualisation récente de la dépense publique locale conduisent à remettre en cause de manière assez importante l'autonomie financière des collectivités territoriales qui, selon certains auteurs, certains commentateurs, ne serait pas suffisamment garantie par la Constitution. Alors, c'est un élément que nous n'allons pas approfondir dans le cadre de cette vidéo. Je réserve ce point à l'étude réalisée dans le cadre des travaux dirigés pour ceux qui ont choisi la matière en travaux dirigés. La question qu'on va surtout se poser en terminant cette vidéo, c'est finalement cette autonomie financière, ce principe d'autonomie financière, tout ça pour quoi faire ? Quel est l'intérêt, quel est l'usage, que va-t-on faire de ce principe d'autonomie financière ? Eh bien, l'usage, on va le retrouver notamment au sein des décisions du Conseil constitutionnel. Car bien évidemment, l'idée c'est de garantir à minima cette autonomie, faire en sorte que les seuils, les ratios d'autonomie ne sont pas à des niveaux inférieurs que ceux qui étaient constatés en 2003. Et c'est là le rôle du Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi de la constitutionnalité d'une loi de finances qui peut avoir une incidence, notamment sur le montant des ressources des collectivités territoriales, et bien de savoir si ces mesures ont une incidence telle que cela causerait une remise en cause du principe d'autonomie tel que calculé en fonction des ratios de 2003. C'est ce que le Conseil constitutionnel a apprécié à l'occasion de la loi de finances pour 2010, alors qu'était supprimée la taxe professionnelle et que celle-ci était remplacée par la contribution économique territoriale. Selon les estimations qui avaient été faites, ce remplacement, cette modification devait générer une baisse de ressources pour les collectivités territoriales de l'ordre de 6 milliards d'euros. Et c'est la question à laquelle a répondu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2009. Il a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments qui lui avaient été soumis que l'instauration de la contribution économique territoriale avait pour effet de porter la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivité territoriale à un niveau inférieur à celui de 2003. Le grief, tiré de la méconnaissance de l'autonomie financière des collectivités territoriales, a donc été écarté par le Conseil constitutionnel. Sachant que si cette baisse avait été estimée à 6 milliards d'euros, les chiffres nous démontrent que dans les faits, la taxe professionnelle prélevée avait permis d'enregistrer un montant de 31,36 milliards d'euros en 2010 et que la contribution économique territoriale avait conduit à enregistrer un encaissement de l'ordre de 21,02 milliards d'euros. Les conséquences financières du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale était donc financièrement très important et aurait pu avoir une incidence sur le niveau d'autonomie financière et sur les ratios de 2003. Or, on l'a vu, je vous l'ai indiqué, entre 2003 et 2015, et c'est encore le cas aujourd'hui, ces taux ont évolué dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une progression, d'une amélioration du niveau d'autonomie. Alors, en valeur relative, je ne reviens pas sur le propos du tout à l'heure, où il faut nuancer la part relative et la part absolue, alors que dans le même temps, les dotations de l'État ont enregistré une baisse. Mais néanmoins, en part relative, ces taux ont été respectés, puisqu'effectivement, la part des ressources propres a progressé dans le bon sens, s'est améliorée. Et alors même que selon la statistique 6 milliards d'euros, selon les chiffres que je viens de vous fournir 10 milliards d'euros, le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale a bien généré une baisse de recettes fiscales pour les budgets publics locaux. Pourtant, cette baisse, bien que significative en valeur absolue, n'a pas eu d'incidence en termes relatifs, puisqu'effectivement, la progression, la part, l'autonomie financière calculée au travers de ce pourcentage n'a pas évolué dans le mauvais sens, en tout cas n'a pas conduit à ce que ce taux arrive au niveau inférieur à ceux constatés dans le courant de l'année 2003. Voilà pour ces éléments en présence. Là, pour le coup,
je ne peux que vous renvoyer aux éléments figurant en commentaire de cette vidéo pour approfondir encore le sujet, un sujet d'importance au niveau local. C'est véritablement la tarte à la crème des sujets en finances locales. L'autonomie financière des collectivités territoriales, pourquoi, comment, ce sont des essentiels à maîtriser, c'est un incontournable, à étudier bien évidemment dans le cadre des travaux dirigés et à approfondir le cas échéant par quelques lectures personnelles. Voilà, nous en avons terminé, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.